Ça a été très très vite explicite. Je t'imagine derrière mon bureau, là tout de suite j'ai envie de te bouffer les seins. Il dit qu'il a un droit de cuissage sur moi. Il voulait que je mette des habits très très courts, que je sois presque dénudée en fait. Il m'a demandé de laver toutes les étagères du bar, profitant du fait que j'étais en jupe pour bien se rincer l'œil. Oh, ça va, c'est pas un viol. Qu'est-ce qu'on peut dire face à quelqu'un qui dit « Oh, ça va, c'est pas un viol ». C'est pas des blagues, c'est pas marrant, c'est pas sympathique, c'est pas agréable. Lui, il est encore en poste, et moi, me retrouver à la porte parce que j'ai pas voulu coucher avec mon patron. Mais c'est dégueulasse. J'ai pas un mot plus joli et plus clair que ça, c'est dégueulasse. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Guillaume Meurice, je suis humoriste, voilà, je suis chroniqueur à la radio. On va parler du harcèlement sexuel au travail. Il y a 3 Français sur 4 qui n'arrivent pas très bien à placer la limite entre ce qu'est du harcèlement sexuel au travail et ce qui n'en est pas. Alors, on va vous soumettre à un petit quiz, il y a une dizaine de questions. Moi-même quand j'ai fait le test, je me suis planté à peu près à toutes les questions. Donc voilà, n'ayez pas de culpabilité, on est tous dans le même bateau. Et la personne référente de ce débat, la spécialiste, c'est Marilyn Baldec. Donc moi, je représente une association qui s'appelle l'AVFT, c'est l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui est spécialiste de la lutte contre le harcèlement sexuel, qui est à l'origine des lois françaises qui répriment le harcèlement sexuel au travail. Donc on va surtout vous apporter des réponses juridiques aux questions qu'on va vous poser. Tout le monde a son boîtier? Oui. Alors il y a 2 boutons, c'est pas très compliqué, hein. C'est bouton 1 ou bouton 2, vrai ou faux. Tout le monde est concentré? Ok. Siffler un matin une collègue en lui disant « T'as un beau petit cul », est-ce que c'est du harcèlement sexuel au travail? Si vous pensez que oui, réponse 1. Si vous pensez que non, réponse 2. Ok. Siffler un matin une collègue en lui disant « T'as un beau petit cul », harcèlement sexuel au travail, vrai ou faux? Donc 1, vrai, 2, faux. 48% ont répondu vrai et 52% a répondu faux. Intéressant. On est sur un moite-moite. On est sur un moitié-moitié. Alors, on va commencer. Qui a répondu vrai? Alors. Ah. Qui peut nous expliquer? Madame. On ne va pas travailler pour se prendre ce genre de réflexion. Enfin, si on faisait ça à un homme, moi j'ai déjà testé ça. Ah, intéressant. J'ai déjà testé avec des amis de mater, de marcher derrière et puis de mater, puis de parler à la copine en disant putain il a un beau cul. Bah le gars ça l'a vachement gêné. Donc pour vous c'est du harcèlement sexuel au travail? Ouais, ah ouais. Clairement. Ok, là il y a un débat derrière nous. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pour moi je trouve que c'est flatteur. Oui, c'est ça fait plaisir. Alors. ce que je dirais aussi. Là, on vient d'entendre devant que siffler une collègue de travail en lui disant que t'as un beau petit cul, c'était un compliment. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que pas ce que j'ai dit. C'était flatteur? J'ai dit que c'était flatteur pour moi si, comme l'avait fait madame, était derrière moi et m'avait dit t'as un joli petit cul. Voilà. D'accord. Monsieur aurait bien aimé qu'on lui fasse ce genre d'évaluation sur son physique. Moi aussi. Madame aussi. Qui a répondu que ça n'était pas? Moi, de mon propre avis, je pense pas que pour moi, c'est pas du harcèlement sexuel. On peut avoir une très très bonne relation avec nos collègues et puis se taquiner, se charrier à longueur de journée. Bon, je sais que j'étais en cabinet d'avocat pendant 3 ans et ça allait, oui, t'as un beau petit cul, ah bah t'es chaude aujourd'hui. Mais parce qu'on avait cette relation entre nous, on s'entendait bien et on pouvait se permettre ce genre de choses. Ça dépend si c'est répétitif ou pas. Si c'est une fois ponctuellement... Une fois en passant, ça passe. Voilà. Mais si ça devient répétitif, ça devient harcèlement. Ok, pour résumer alors, est-ce que c'est du harcèlement sexuel au travail, oui ou non? Au sens de la loi pénale, ça ne suffit pas pour caractériser le harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que c'est une seule fois. Et que le harcèlement sexuel, pour qu'il soit caractérisé, il faut qu'il y ait une répétition. Ça veut dire concrètement qu'on pourrait porter plainte pour harcèlement au bout de 2 fois. Absolument. Ça, ouais. On peut porter plainte pour harcèlement sexuel au bout de la 2e fois, peu importe le laps de temps qui s'est écoulé entre la première et la seconde. Donc ça peut être très court ou très long.
moment des faits, j'ai 25 ans. Je travaille comme traductrice-interprète dans une entreprise de BTP qui fait des chantiers à l'étranger. Mon harceleur est ingénieur. Il est plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, il a 50 ans. Ça s'est étalé sur une période de 1 an. Ça démarre tranquillement. Ça démarre par des compliments, par des réflexions sur mon vernis à ongles, par exemple. « Ah, j'aime bien le vernis que tu as mis aujourd'hui, c'est bien, tu l'as bien mis. J'aime bien quand tu mets des talons. Tu mets peut-être pas assez souvent des jupes. » Voilà. Tout est commenté. Tout ce qui a trait à la féminité est commenté, jaugé, jugé, évalué. Tout le temps, tous les jours. Quand il est là, j'y coupe pas. C'est vrai que ça me gêne un peu quand même, parce qu'il me prend la main, il se permet quand même de me toucher, et je suis pas très tactile comme personne. Les moments les plus difficiles, c'est les pauses déjeuner. Il commence à parler de la position de la femme dans la société, de son rapport à lui avec les femmes, avec les prostituées qu'il va voir. Pour lui, les femmes, on les achète. Il se vante totalement de ça. Il a aussi une façon très humiliante de parler de sa femme. Pour lui, c'est bobonne à la maison, moi je ramène l'argent, et puis elle la boucle. Il est fier de la tromper. Il est fier de me faire réagir aussi. Il sent que ça me laisse pas indifférente. À ce stade, je me dis pas que c'est du harcèlement sur le lieu de travail. Je me dis c'est un lourdeau, comme tous les lourdeaux que j'ai croisés dans ma vie, que je vais croiser dans ma vie. Et puis je pense qu'en plus je le mets dans un coin de ma tête en me disant il faut faire avec, puisque je ne travaille qu'avec des hommes et qui sont tous un peu lourdeaux. Mais c'est vrai que sa lourdeur à lui me gêne. Plus que celle de mes autres collègues, qui sont lourds mais rigolos. Question suivante. Un chef de service propose à une employée une promotion ou une prime à condition qu'elle couche avec lui. Il lui propose qu'une seule fois. Harcèlement sexuel au travail, vrai ou faux? Je vois des gens perplexes. Des gens qui se disent « Merde, ça m'est déjà arrivé. Merde, j'ai déjà proposé. » Je reprends. Un chef de service propose à une employée une promotion ou une prime à condition qu'elle couche avec lui. Il lui propose qu'une seule fois. 80% des personnes répondent vrai et 20% des personnes répondent faux. Ok, donc qui a répondu faux? Vous? C'est pas du harcèlement, parce que c'est arrivé qu'une seule fois. D'accord, donc il n'y a pas de notion de répétition, donc pour vous, c'est pas du harcèlement. Alors, de l'autre côté, on a d'autres réponses, madame? C'est un échange de coucher avec contre une promotion professionnelle, et ça, c'est vraiment pas sain, c'est très malsain. Ah oui, c'est un abus de pouvoir. Alors, d'abord, monsieur, oui. Il y a un abus de position, on va dire, entre guillemets, dominante, puisque il joue quand même sur le fait qu'il est, entre guillemets, décideur pour faire cette proposition-là. Et donc, pour vous, c'est du harcèlement sexuel ou pas? Pour moi, oui. La difficulté, c'était que dans notre exemple, c'est un acte qui est isolé, qui est unique, qui ne se reproduit pas. Alors là, c'est la seule exception, en fait. Il faut, que l'auteur de ces propos ait recherché un acte de nature sexuelle et qu'il ait exercé une pression grave. Donc, la réponse est oui, puisqu'il y a un chantage. J'avais 33 ans à l'époque des faits. J'étais donc directrice commerciale export pour un grand groupe de coiffure à l'international. J'ai commencé pour ce même groupe à l'âge de 14 ans en tant qu'apprentie coiffeuse. Cette marque, ce métier, c'était ma passion. J'ai donc gravi tous les échelons en passant par coiffeuse et maquilleuse studio, puis formatrice, puis chef de projet, et j'ai fini comme directrice commerciale export. Même monde à la fin de mon parcours. Mon harceleur, il était président de la société. Le harcèlement a duré plus de 2 ans. Le harcèlement a démarré lors d'un séminaire à New York. C'était mon premier séminaire. J'avais une prise de parole en public, il le savait.
Et ça a commencé par des SMS avec des compliments. Tu es belle, je t'admire, je suis fière, t'es la meilleure, tu vas cartonner. Donc il est vrai que j'ai tout d'abord apprécié, parce que c'est très rare d'entendre ça de la part de son patron, et particulièrement de lui. En séminaire, donc nous avons des soirées avec nos franchisés. Et la dernière soirée, nous étions donc avec nos clients, et il s'est permis de me glisser à l'oreille: tu as des belles fesses, j'adore ton corps, tu es sexy, j'ai envie de toi. Enfin, ça a été très très vite très clair, en fait, où j'ai compris que c'était plus que des SMS d'encouragement, mais qu'il avait un objectif. À ce moment-là, je pense qu'il me drague, puisque je connaissais le tableau de chasse de ce monsieur. C'était généralement des stagiaires, des filles qui venaient de rentrer dans l'entreprise, qui étaient jeunes, fraîches, et je n'avais plus l'âge, normalement, pour lui. Mais je me suis dit, bon, on va rentrer de New York, et peut-être que c'est un passage, j'étais peut-être l'objet du jour et du moment, et rentrer à Paris, tout sera oublié. Voilà. Un chef fait du pied sous la table à une employée à un déjeuner. Harcèlement sexuel au travail, vrai ou faux? Un chef fait du pied sous la table à une employée à un déjeuner. Est-ce que c'est du harcèlement sexuel au travail? Oui, réponse 1, non, réponse 2. Tout à l'heure, on parlait avec lui. 38% vrai et 62% ont répondu faux. Alors? C'est pas un acte quand même à caractère sexuel. Non. Il n'y a pas de pression, en fait. Bon, voilà, il peut draguer sa secrétaire, ou etc. Mais il n'y a pas un enjeu comme on a vu tout à l'heure, en fait. Donc, effectivement, c'est son supérieur. Il faut quand même être prudent. Mais il n'y a pas d'enjeu. Donc, je ne pense pas que ce soit qualifié de harcèlement. Donc, pour vous, ça n'est pas, ouais. Qui a répondu vrai? Alors, qui peut m'expliquer pourquoi il a répondu vrai? Enfin, c'est un code social. On sait aussi que c'est une invitation. Et donc, pour moi, c'est flagrant, c'est vrai, et c'est extrêmement gênant, quoi. Et est-ce que la réponse peut être un coup de pied dans les couilles de la personne? Elle peut, mais sauf que le lendemain, il va porter plainte contre elle pour violence volontaire, et il va la foutre à la porte, et elle aura du mal à le contester. Okay. Donc, l'intérêt de la question, c'était de discuter de ce qui était connoté sexuellement ou pas. Et donc, c'est volontairement qu'on a pris un exemple du pied. Le pied n'a pas en soi de connotation sexuelle. Par contre, faire du pied, comme le disait monsieur, ça fait partie d'un code social qui est partagé par tous, qui est un code social de l'intimité, voire de l'érotisme, voire de la sexualité. Donc, la scène qu'on vient de vous raconter, c'est bien une scène de harcèlement sexuel. Monsieur, il est bougon. Depuis tout à l'heure, il est grognon. Je vois, regarde. J'essaye à un moment donné de décrypter ce que nous sommes en train de dire. On est en train de vouloir judiciariser en fait toutes les relations. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient très tendu. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? C'est-à-dire que vous êtes patron, vous décidez de déjeuner avec quelqu'un qui est insubordonné, quel que soit son sexe, et à un moment donné, vous vous retrouvez en justice parce qu'on vous a accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. On va devenir comme aux États-Unis, au Canada, les gens en train de regarder les femmes passer sans même leur dire quoi que ce soit. Ça va arriver, croyez-moi. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'en entreprise, il y a certains règlements intérieurs où quand on fait un entretien avec une femme, il faut que la porte soit ouverte? Oui, je sais. On en arrive là et c'est la résultante. Hein. On a beaucoup de patrons aujourd'hui qui ont peur d'avoir une attitude. Par exemple, moi j'en connais un qui est patron d'entreprise, qui a recruté une stagiaire, première expérience en bac+5. À chaque fois qu'il approche vers elle, juste pour lui expliquer une chose, elle se recule, elle fait un bond. Et lui, ça le dérange. Parce qu'elle commence à avoir des peut-être que c'est elle qui est dérangée, déjà. Oui, mais c'est comme si là, je suis assise à côté d'Yves, je discute, Mais ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Mais elle, ça la dérange. Lui avait une vision de sa sexualité, et ça, c'est son droit. Mais ce qui était impossible, c'est qu'il nous l'imposait. C'était le midi pendant les pauses, c'était le matin quand il venait nous dire bonjour. C'était à n'importe quel moment parce qu'on allait le voir, parce qu'on avait besoin d'une information pour travailler. Tout était toujours tourné sur le sexe. Ça a duré 4 ans, à peu près. Au moment des faits, moi je suis ingénieure dans la société. Et moi, j'ai été embauchée en tant qu'assistante administrative et comptable. Alors notre harceleur, c'était le big boss, on va dire. C'était aussi le mari de la directrice
du laboratoire où on travaillait avec Anne-Sophie. C'est une start-up dans la recherche biomédicale, en fait, qui travaille sur un nouveau traitement contre le cancer colorectal. Ce poste, c'était plus qu'un simple boulot, c'était un pont d'or. C'était participer à une aventure humaine et une aventure humanitaire qui permettrait, si le projet aboutissait, de sauver des millions de gens. Quand des investisseurs ou des personnes rentraient dans le laboratoire avec lui, il nous présentait comme son harem, il lui disait « regardez ces belles plantes », etc. Le plus insupportable, c'était que non content de subir ses propos, on subissait aussi sa vie et ses expériences sexuelles, notamment en Afrique, puisqu'il est né là-bas, il se décrivait lui-même comme un blanc d'Afrique. Et il nous expliquait qu'en France, les femmes étaient bridées et qu'on était du coup des bourgeoises coincées. Par exemple, lui avait assisté à des repas où les femmes se déshabillaient, se mettaient nues sur la table et que les gens, les hommes, les femmes venaient manger sur leur corps et qu'elles aimaient faire ça, qu'elles y prenaient du plaisir, etc. Il avait une obsession aussi, je me rappelle. Il voulait pas qu'on mette de soutien-gorge. Voilà. Donc il voulait qu'on vienne travailler sans soutien-gorge. Et je me rappelle d'une fois où il nous a soutenu qu'il y avait même des études scientifiques qui avaient prouvé que le port du soutien-gorge pouvait peut-être favoriser l'apparition de cancer du sein ou quelque chose comme ça. Alors bien sûr sur le ton de la plaisanterie, hein, évidemment. À plusieurs reprises, entre les plats ou pendant les pauses, il s'amusait à me raconter sa vie sexuelle et ses exploits. Avec ses différentes petites copines, il me disait « je l'ai prise comme ci, comme ça, hier soir, et en plus j'étais complètement défoncée, j'avais pris plein de drogue. » C'était très gênant. À l'époque, j'étais étudiante, j'étais en 5e année à la fac de droit à Paris, et j'avais décroché un job en tant que serveuse dans un restaurant tous les dimanches pour me faire un petit peu d'argent de poche. Mon agresseur était un serveur du restaurant. Il avait 35 ans environ. Ça a duré 3 semaines. Dès le premier quart d'heure, il m'a appelé mon amour, ma chérie, mon bébé d'amour. Il me disait des choses comme « Chérie, est-ce que tu peux servir une table ici, à droite, à gauche ?» Tout ça devant les clients de façon très forte et très assumée. Ensuite, il me fait des réflexions sur mon physique, c'est-à-dire qu'il me dit que je dégage quelque chose de très fort sexuellement et qu'il ne peut pas s'empêcher de me regarder et de me toucher. À ce moment-là, il commence à mettre ses mains sur mes hanches, à me faire des câlins, alors que je ne le connais pas. Il fait passer la chose en riant, avec le sourire toujours. Question suivante. Un collègue de travail fait des propositions sexuelles à une collaboratrice qui refuse. Harcèlement sexuel au travail, vrai ou faux? Tous les mots de la question comptent, attention. Un collègue de travail fait des propositions sexuelles à une collaboratrice qui refuse. Harcèlement sexuel au travail, oui ou non? Ok, donc 39% des personnes ont répondu vrai. Et 61% ont répondu faux. Vous avez voté quoi? Faux. Faux, c'est pas du harcèlement sexuel. Bah, c'est entre deux collègues. Alors, c'est entre collègues de même niveau hiérarchique. Et il y a le monsieur à la cravate rose qui a un avis sur la question. Bah, moi je dis que si on revient à la charge, ça peut marcher sur un malentendu. Non, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a la notion de répétition, effectivement, on est sur du harcèlement. Et même moi, en tant que mec, s'il y a une nana qui tous les jours vient me dire « j'ai envie de coucher avec toi », au boulot, au bout d'un moment... Ça vous arrive? C'est souvent. C'est à cause de la cravate. Ah oui, c'est ça. Et donc à un moment, ça devient horripilant. Ouais, d'accord. Changer de cravate. C'est de la répétition, donc c'est du harcèlement sexuel au travail, parce qu'il ne sait pas qui est sa collègue, ça se trouve qu'elle a un mari qui n'a pas forcément envie que sa femme se fasse draguer tous les jours au travail. Et si son mari était d'accord, pas de problème, quoi. La réponse juridique de cette question, c'est que donc, des propositions sexuelles qui se répètent entre collègues de travail de même niveau hiérarchique, quand l'un ou l'une refuse, c'est bien du harcèlement sexuel. Et ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 2002, en fait, des mêmes actes étaient d'un côté légaux si c'était des collègues de même niveau hiérarchique, et de l'autre étaient punissables si c'était un supérieur hiérarchique. Depuis 2002,
le harcèlement sexuel entre collègues est interdit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le harcèlement sexuel, ça peut être deux choses. Soit des propos ou comportements à connotation sexuelle qui sont répétés, soit on peut avoir un acte unique de harcèlement sexuel, à condition que l'intention de l'auteur, c'est d'obtenir un acte de nature sexuelle et qu'il exerce une pression grave pour l'obtenir. Voilà la définition du harcèlement sexuel. C'est monté d'un cran très rapidement. Je me rappelle d'un moment où je me suis penchée derrière le bar pour attraper une boisson. Il est passé à côté de moi et m'a donné une fessée. Dans mon cas, il a commencé à s'exhiber devant moi. Il est ingénieur, il travaille sur des chantiers. Quand il arrive le matin, il est habillé en civil, entre guillemets, comme tout le monde. Pour pouvoir aller sur le chantier, il va falloir qu'il se change, qu'il mette ses habits de chantier. Comme le vestiaire est en bas et que ça le saoule de se changer en bas, il se change dans l'open space, devant moi. Il le fait complètement exprès, parce que la première fois qu'il le fait, qu'il commence à se changer face à moi, je l'invite à aller se changer dans les toilettes. Et il refuse. En plus, dans cet open space, il y a des gros piliers. Donc il pourrait aussi faire le choix de se mettre derrière un pilier, mais il le fait pas. La seule manière de l'arrêter, que moi je trouve, c'est moi de sortir. Mais je sens bien que là, c'est pas normal, que c'est au-delà du lourdeau. Les SMS se sont multipliés. Ça pouvait être 10 par jour, 20, 30, jusqu'à 160. J'ai pu recevoir 160 SMS par jour. Et là, les SMS sont devenus beaucoup plus crus. Donc, il n'y avait plus de compliments, mais des « je t'aime », des « tu me manques ». Et après, « j'ai envie de toi »,« je t'aurai »,« je vais te baiser ». Mon rêve, c'est de te prendre sur mon bureau, de t'écarter les pattes. Enfin, on se rend pas compte, mais 10 SMS comme ça, mais quand c'est quotidien et quand c'est des messages sexuels crus et d'une violence, on peut même pas s'imaginer, ça détruit. Je suis engagée en tant qu'assistante commerciale dans le secteur du bâtiment. Mon harceleur était le directeur de l'entreprise. Moi, j'ai 47 ans à l'époque et lui, il en a une soixantaine. Ça a duré 4 mois avant que je mette un terme à tout ça. Je rencontre mon futur employeur lors d'un repas de famille. Et en fait, c'est le compagnon de ma belle-sœur. Et on a parlé travail. Et moi, je lui ai expliqué que c'était compliqué pour moi de trouver du travail dans la région du Sud où j'étais. Et lui, il m'expliquait que c'était compliqué pour lui de recruter une bonne assistante commerciale. Donc en fait, il me propose un CDI et c'est vraiment inattendu, inespéré. Je résilie mon badge, je fais mes cartons, j'arrive dans le Maine-et-Loire et donc mon employeur m'avait laissé entendre qu'il avait un appartement qui était disponible et que je pourrais lui louer. Et là, il m'annonce que je dois travailler depuis mon domicile parce qu'il n'y avait pas assez de prise téléphonique dans l'entreprise. À ce moment-là, je suis très interpellée sur ce qu'il est en train de m'annoncer. Parce que c'était quand même pas ce qui était convenu. Très vite, il vient boire le café. Et là, non pas pour me parler du travail, mais pour me parler de ce qu'il vivait de difficile avec sa compagne, en me donnant des détails très, très intimes, qu'il aimait les fellations, il aimait donc la sodomie et qu'elle lui autorisait pas ça. Et puis il a commencé à me dire que je lui plaisais, que j'étais tout à fait le type de femme qu'il aimait.
Il a été même jusqu'à me dire qu'il était un ancien boucher et qu'il pouvait me donner toutes les mensurations de mon corps. Et c'est ce qu'il a fait en me disant tu fais un 90 de poitrine, tu dois faire un 38 de taille. En fait, je te vois comme si tu étais nue devant moi. Et c'est comme s'il voulait me voler ma personne. En fait, me violer par des mots. Nous avions des réunions, on va dire, hebdomadaires en comité de direction, dont je faisais partie. Je venais d'avoir ce poste, donc quand même, qui était un poste important. Il fallait que je prenne la parole, que je puisse parler de mes chiffres. Enfin, le comité de direction était quand même une réunion importante avec tous les directeurs de l'entreprise. Je prenais ça à cœur. Et il a réussi à me déstabiliser. Impossible pour moi de prendre la parole sans bégayer. Il n'arrêtait pas de me faire des gestes obscènes. Avec sa langue, avec ses doigts. Je recevais même des SMS pendant le comité de direction. J'appréhendais tellement ces réunions que généralement je me tâchais. Et malheureusement, je me tâchais jamais au bon endroit. C'est-à-dire ? Eh bien, sur les seins ou sur le haut de ma cuisse ou un endroit où il pouvait trouver une phrase à glisser obscène, comme je rêverais de te lécher ta tâche sur le bout de tes seins. Et ensuite, une fois arrivé en réunion devant mes collègues, il m'humiliait et se servait de cette tâche pour me bisuter. Voilà, Annabelle, je te préviens, c'est la dernière fois que tu rentreras en réunion avec ce type de tâche sur ta robe. Nous sommes une marque de luxe, donc il me faisait une leçon devant mes collègues de travail. C'était une alternance de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. C'est tu ne veux pas, tu verras. Je vais t'avoir. Dans les semaines qui suivent, il veut rentrer dans mon intimité de plus en plus fort en venant chez moi le matin très très tôt pour me surprendre certainement comme je l'étais, c'est-à-dire en pyjama. Il téléphonait chez moi le week-end pour me demander ce que je faisais, avec qui et comment, et en m'interdisant de rencontrer un autre homme. Donc il commence à poser des choses très fortes, en me disant que ma porte doit rester ouverte. Et là, je comprends que ça va très 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 loin. Alors le harcèlement sexuel commence vraiment à monter d'un cran au moment où on rentre dans les négociations pour vendre le projet à une Big Pharma qui pourra l'exploiter et aller jusqu'au bout, jusqu'au médicament. Donc il nous explique que là il va rentrer en négociation, que ça va commencer à devenir beaucoup plus tendu puisqu'on va être sujet à peut-être des tentatives d'intrusion, de vol, de nos données scientifiques par des personnes extérieures. Et dans le cadre de ces négociations, il nous dit que pour s'assurer du fait qu'on puisse résister à la manipulation, il a besoin de nous parler de ça plus librement, que du coup, il va mettre en place des entretiens individuels, que par contre, ces entretiens n'auront pas lieu dans la société, mais à l'extérieur. Pour moi, l'entretien individuel a commencé par un repas dans un restaurant à proximité de la société. Donc il commence à me poser des questions sur ma vie personnelle, sur pourquoi je suis célibataire, comment ça se fait qu'avec un corps pareil, j'arrive pas à trouver de garçon. Et en fait, là, il me dit qu'il faut que je change de point de vue, ce qu'il faudrait que je fasse pour me libérer, c'est qu'il faudrait que j'aille dans la rue, que je me promène presque dénudée, sans sous-vêtements, avec des jupes très courtes, et que, au lieu de me sentir comme une proie face aux hommes, que je change la donne et que moi, je regarde les hommes comme des proies, et que je les regarde me regarder. Et donc, en gros, il me dit que, textuellement, je t'aurais bien accompagné, mais j'aurais été le premier à bander. Voilà. Donc moi, pour moi, il commence à m'expliquer qu'il va avoir besoin de toute son intelligence pour mener à bien ces négociations et que pour contrebalancer ce besoin d'intelligence, il va avoir besoin d'un gros besoin de sexualité. Donc là, je comprends pas trop où il veut en venir,
Mais vu qu'encore une fois, il est en permanence en train de parler de sexe, je suis juste dans un état où je me dis, bon ben voilà, là t'es parti pour 2 heures de monologue sur le sexe, l'Afrique, la liberté sexuelle. Et là, il me pose la question très ouvertement de comment se passe ma vie sexuelle avec mon compagnon. Donc là, je commence un peu à m'énerver, à lui dire qu'en fait, on s'en fout, que c'est pas le propos, qu'on n'est pas là pour ça. Et là, il s'est penché vers moi. Il a posé une main sur ma poitrine, il a essayé de m'embrasser, je l'ai repoussé. J'ai entendu dire que je devais être un sacré bon coup. Éclaté de rire, je suis descendue de la voiture. Je suis retournée dans mon bureau en se disant que c'était pas possible en fait que cette personne elle franchisse cette limite-là. Et que pour ma part, il me donne en plus le sentiment d'avoir trompé mon compagnon alors que je l'avais pas souhaité. Je défends beaucoup les droits des femmes, je suis aussi féministe. Mais à un moment, il faut savoir. Il y a toujours un féministe, mais il y a toujours un mais. Oui, voilà, parce qu'il faut savoir aussi être réaliste. Demain, votre patron vous fait une avance, vous êtes mis, voilà, vous m'intéressez, vous me plaisez. Si vous lui dites oui, ça, c'est votre choix, vous pouvez lui dire non. Donc je pense que est-ce qu'on peut dire non sans conséquence, c'est la question. Bien sûr. Aujourd'hui, on en arrive à un point où il n'y a pas de problème, à dire non. Après, on a des personnalités qui sont totalement différentes. On va avoir des femmes qui vont être beaucoup plus discrètes, qui vont avoir du mal à s'imposer, qui vont être un peu réservées, qui est aussi dû à peut-être un manque de confiance en soi. Est-ce que ça voudrait dire que c'est de la faute des femmes alors? Non, je ne dis pas que c'est la faute des femmes, mais c'est dans la manière, aussi dans la façon d'être. Là, en fait, vous mettez l'accent sur les ressources qu'on peut ou pas avoir pour affronter ce type de situation. Vous, apparemment, vous avez les armes, tant mieux. C'est pas le cas de tout le monde. Si par exemple vous êtes en CDD et que vous savez que votre CDD va être renouvelé ou non, et qu'une semaine avant, il y a votre supérieur hiérarchique qui vous dit j'ai envie de coucher avec vous. Non. Est-ce que vous pensez que votre réponse n'aura aucun impact sur le fait que votre CDD sera renouvelé ou non? Pour moi, il n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce que ça tout dépend du poste aussi. Si vous souhaitez avoir un poste à responsabilité, vous prouvez aussi à votre supérieur hiérarchique, à votre patron, la personnalité que vous avez et les principes et les valeurs. En fait, là, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est une espèce de code d'honneur du harceleur sexuel. Non, c'est pas un code d'honneur. Qui récompenserait la résistance, en fait, de celle qui sait s'imposer en ne la licenciant pas quand elle se dérobe à ses propositions sexuelles. Madame. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les personnes faibles ont besoin d'être protégées. Assurément. Les déviances doivent être punies, assurément. Mais moi, je fais partie de la vraie vie depuis pas mal d'années. Je travaille. Il y a dans les rapports humains un jeu de séduction permanent à des degrés différents, à des fins différentes, que nous savons tous, depuis qu'on est tout petit, gérer. On veut pas, on n'apprécie pas. Autour de moi, il y a énormément de gens qui vont très bien et qui savent très bien dire à l'autre « non merci, j'en veux pas », qui savent très bien réagir dans les deux. Mais est-ce que ceux qui vont pas bien vous le disent forcément? Mais bien sûr, et du coup on réfléchit. Et du coup on est-ce que sait vous êtes sûr d'être dans la vraie vie? Eh bien écoutez, oui, je suis désolée, mais j'en suis sûre. C'est pas une question de ressources, c'est pas une question de caractère. Moi, je l'ai dit très fort, stop et non. Au début, je réponds à ces textos. Je lui dis clairement, tu t'es trompé de destinataire. Puis ensuite, stop, arrête, il y aura rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? En me disant, de toute manière, il allait très vite comprendre que je ne veux pas et que c'est pas possible. Déjà parce qu'il me plaisait pas, et puis ensuite par rapport au fait qu'il soit marié et et que je connaissais sa femme. Je lui ai fait comprendre que même s'il me trouvait attrayante, qu'il oublie qu'il puisse se passer quelque chose entre nous, on est deux adultes. Hein. Et sa sexualité ne me regarde pas. Quand il commence à parler de ses expériences avec les prostituées, quand il commence à me parler de sa femme, de la façon dont il la traite, je m'exprime. Je dis qu'on ne peut pas parler des femmes comme ça, que ça m'exaspère. Mais c'est vain. Dès qu'on commençait à commenter ou à réagir, ça repartait, et ça s'arrêtait plus. En tous les cas, il jubilait de me sentir résistante, oui, puisqu'il ricanait. Comme je me sens mal, je commence à fuir. J'ai jamais fumé autant de cigarettes de toute ma vie. Je fais 10 pauses par heure parce que j'en peux plus et que je fuis. Je fuis, en fait. J'ai commencé par changer mes tenues vestimentaires.
bien que je n'ai jamais porté de jupe et de choses moulantes, mais je me suis dit peut-être que de mettre des blouses plus larges, des pantalons moins moulants. Je mets des pulls qui vont jusqu'au milieu de mes cuisses, qui sont très difformes. Je rentrais dans son bureau, je marchais en crabe de peur qu'il regarde mes fesses. Je ne me maquille plus, je ne me coiffe plus. Et après, j'ai fini par me couper les cheveux très courts. Donc inconsciemment, j'ai coupé toute ma féminité. On ne pourra pas dire que je provoque ou que j'aguiche ou... J'en ai parlé à personne. À personne, ni même à mes parents, avec qui je suis très proche, ni mon copain, ni personne. Parce que je me sentais fautive, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Je m'étais complètement fermée comme une huître, c'est-à-dire je répondais plus au téléphone, je répondais plus aux mails de mes parents. Je refusais toute visite de peur qu'ils me voient déjà dans cet état, c'est-à-dire que j'étais très très amaigrie. Mes enfants étaient venus en vacances pendant cette période où je me faisais harceler et j'ai pas pu leur dire quoi que ce soit. Je n'avais pas reçu de coups, je n'avais physiquement pas été abîmée, mais je savais pas quoi leur dire en fait. Et puis, je me suis dit que sa femme, à lui, était notre directrice scientifique, était quelqu'un qu'on estimait d'autant plus, parce que c'est grâce à son travail à elle, le travail de presque toute une vie de recherche, que ce médicament-là pouvait sortir, et que j'avais pas le droit, pour si peu, pour ce qui m'était juste arrivé à moi, de briser tout ce projet. Alors du coup, on se tait. La première chose qu'on se dit, c'est je veux garder mon travail. Surtout après 20 ans d'ancienneté. Si on parle, si on met ça au grand jour, on va être licencié, en fait, on va perdre son travail. C'était le président. C'est-à-dire, c'est ça qui est très pervers. C'est qu'ils savent très bien qu'on peut rien faire, si ce n'est que de partir. Qui nous dit qu'on va retrouver un jour un CDI dans une boîte privée pour nous, en tant que jeunes ingénieurs avec peu d'expérience? C'est un peu inespéré. Non, moi j'ai pas peur de perdre mon travail, dans le sens où quand même c'est pas mon supérieur, donc il a pas ce pouvoir sur moi, mais il y a une forme d'ascendance. Il y a complètement une forme d'ascendance, dans le sens où je suis beaucoup plus jeune que lui. Parce que c'est mon premier travail, j'ai pas la même expérience que lui, je me sens quand même moins indispensable. Et c'est un homme dans un monde d'hommes, alors que moi je suis une jeune fille dans un monde d'hommes. Avec le recul, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des pratiques sectaires, en fait. Sa stratégie, elle est simple. Il nous manipule dès l'entrée, dès l'entretien d'embauche, en nous coupant du monde extérieur. On pense qu'on est trop intelligent, entre guillemets, pour que ça nous arrive, en fait. Moi, j'ai un bac plus 5, donc je me dis, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, je peux pas être manipulée comme ça. On a un peu honte aussi de ça. Ce que je dirais de la stratégie de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite y mettre une ambiance familiale dans le professionnel, en fait. Il est très protecteur et puis paternaliste. Dans mon cas à moi, il m'a demandé de le tutoyer. Alors que ça faisait 20 ans que je vous voyais, ce monsieur, c'était mon patron. Je ne pensais pas un jour tutoyer mon patron. Il a commencé par se confier, pour, je pense, maintenant que j'ai compris, pour que je puisse, moi, être en sécurité et me confier aussi. Par toutes ses confidences, il a su mes points faibles. Il sait que je n'ai personne dans ma vie. Il sait que je ne connais personne dans la région. Il sait que j'ai besoin de ce travail pour avoir la garde de mon fils. Plusieurs fois, il me taquinait en me disant « Mais comment ça se fait? Tu n'es pas mariée, t'as pas d'enfant, tu sais qu'on pense que t'es lesbienne. » C'est vrai que dans ce groupe, on a pensé longtemps que j'étais lesbienne. Et puis, au fur et à mesure, je lui ai dit, voilà, j'ai eu un gros traumatisme petite qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une relation difficile avec les hommes.
C'était quoi ce traumatisme? J'ai été violée. J'ai été violée jeune. Et il s'en est complètement servi parce que il m'a alors fini, on va dire. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour oublier et refermer cette plaie, même si elle est malheureusement, elle se réouvre de temps en temps. Mais voilà, j'avais donc dit mon travail sera mon arme et je vais défier ce traumatisme et montrer que voilà, ben ouais, quand on est écorché, on peut encore plus et mieux y arriver. Et là, je lui en veux terriblement parce que il m'a désarmée, voilà, et je me sens plus rien. Question suivante, dans une sorte de transition absolument incroyable. La question c'est, à force de trop parler de harcèlement sexuel au travail, on risque de tuer la séduction. Si vous pensez que c'est vrai, réponse 1. Si vous pensez que c'est faux, réponse 2. Attention, vous allez casser le bouton. Ah. Monsieur, il a voté 18 fois. Alors, vrai, 51%, faux, 49%. Va y avoir là, ça sent le débat. On a la salle jusqu'à 23h. Alors, moi, je pense pas que ça va tuer la véritable séduction. Parler à une femme, c'est pas lui dire t'as un beau cul. Je veux dire, on peut parler d'autre chose. Ça recadre juste avec la notion de respect de la personne qu'on a en face de soi. Donc voilà. À titre personnel, je me dis que notre génération a quand même un sérieux problème. Il peut plus draguer au bureau. Hein. Il faut pas oublier qu'il y a énormément de couples qui se forment sur le lieu de travail. Si à un moment donné, il n'essaie pas de voir si ça peut se faire ou pas, le couple ne se formera pas. Alors, sachant qu'il y a 30% des couples qui se rencontrent sur leur lieu de travail, est-ce que, alors, il y a encore des personnes qui pensent que ça va tuer la séduction? C'est très difficile de faire la limite entre ce qui est harcèlement, séduction. Admettons qu'il y a un collègue de travail qui vous plaise. Comment vous faites, vous, pour vous assurer que vous pouvez entamer une relation de séduction avec lui? Enfin, est-ce que c'est possible d'avoir un doute? Oui, je pense qu'on peut avoir un doute. On a toujours un doute. Bien sûr. Parce qu'il y en a Je pense qu'on peut avoir un doute. Je connais une fille qui donne le doute à beaucoup d'hommes. Parce que il y en a qui jouent là-dessus. Elle a été tellement sociable et ouverte et naïve surtout. Forcément, il y a plein d'hommes qui se font avoir. Et malgré... Les pauvres. Non, mais je dis pas les pauvres. Je dis pas les pauvres. Est-ce que le but du harceleur, c'est vraiment la séduction pour vous? Je pense que sa véritable intention était seulement de coucher avec moi. Il ne voulait pas avoir une histoire d'amour avec moi. Non, je pense que violer, ça aurait été plus approprié. Coucher, c'était trop bien encore. Tout ce qu'il voulait, c'était que j'ai un comportement exhibitionniste. Et ça l'excitait. Il avait ce sentiment de puissance et il avait besoin de nous utiliser comme des pions, en fait. Comme des marionnettes. Des pions sexuels. De nous, ouais. À l'époque, je me sentais comme un bout de viande. Comme un bout de viande. Je pourrais pas trouver d'autres mots pour exprimer ça, en fait. Je pense que son intention, c'était de m'humilier. De me remettre à la place qu'il estimait la mienne. Puisque les femmes, on les achète, puisque les femmes sont méprisables. Je suis pas humaine en face de lui, en fait. Je suis que quelque chose à écraser, quoi. Il y a eu un vrai changement de comportement et un vrai décrochage au moment où il a commencé à lever des fonds. C'est des milieux où on brasse des millions et des milliards et où je pense que ce sentiment de proximité avec l'argent lui a donné une puissance complète et une impunité dans tous les domaines. Qu'il essaye, qu'il tente. Bon, il avait envie de moi, il était très amoureux de moi. Jusque-là, pas de problème. C'est un homme qui aime les femmes, c'est un obsédé sexuel. Ok, je fais partie apparemment de ses critères de beauté, mais j'ai dit non. Pourquoi tu continues? Stop. Il y a des femmes qui auraient été consentantes peut-être dans l'entreprise. Mais quand on dit non, pourquoi t'insistes? Pourquoi tu me rends malade? Pourquoi tu me détruis? Non, le harcèlement sexuel au travail, c'est pas de la drague qui dérape. Moi, j'ai rencontré mon conjoint sur le lieu de travail. Nous deux, en fait, on a rencontré nos compagnons respectifs dans cette même société. Aujourd'hui, on est toujours en couple, on a toutes les deux des enfants. Oui, c'est de la drague, ça. Mais dans la drague, il y a quand même une notion de plaisir, de consentement, d'échange, de respect.
Le harcèlement sexuel, c'est de la destruction massive. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, en fait, comme ça peut détruire. J'avais constamment peur du téléphone. Je n'osais plus sortir. J'avais constamment l'impression qu'il était derrière moi, constamment. J'avais 7,6 de tension. Je faisais 43 kilos. J'ai perdu de 18 kilos. Et je faisais des malaises cardiaques à répétition. Et j'ai un traitement pour le cœur depuis. Ma vie sentimentale, elle est brisée. Elle est complètement brisée. Si un homme s'approche trop de moi ou s'il s'intéresse trop à moi, ça peut me poser des problèmes d'ordre émotionnel. Depuis 2013, je n'ai plus de relation. J'ai pu réavoir une relation que depuis 6 mois. J'ai sombré dans une dépression assez profonde, avec des crises d'angoisse. Donc, tout ce qui va avec les crises d'angoisse, une espèce d'impression de mourir, voilà. J'ai dû arrêter de travailler pendant 1 an pour pouvoir me soigner, tout simplement. Pour pouvoir renaître, peut-être revivre. C'est vrai que des blagues un peu sexuelles, alors les autres peuvent en faire, il n'y a pas de souci, mais je ne peux plus rire de ça, en fait. C'est plus possible pour moi. Et je dirais aussi que je suis beaucoup plus agressive maintenant. C'est-à-dire que j'ai toujours été très souriante, que ça soit dans la rue, au travail, ou dans le métro. Ça, c'est fini. Parce que quand quelqu'un me regarde ou m'aborde, mais je l'envoie balader tout de suite parce que j'ai peur, en fait. Et du coup, je me suis renfermée, en fait. C'est-à-dire que je suis moins sympa, je souris moins et je fais un peu plus la gueule. Enfin, Aujourd'hui, au travail, je ne me mettrai plus jamais de talons, je ne me mettrai plus jamais en jupe. J'ai plus envie d'être confrontée à ça. Ça, pour le coup, je suis bien rentrée dans le rang, là. Le déclic, c'est le fait qu'un après-midi, il débarque chez moi et alors que j'étais en train de me laver les mains, il m'a plaqué contre lui. Il m'a serré de façon à ce que je sente tout son corps, même son sexe sur ma cuisse. Et il m'a dit que ça lui faisait du bien et qu'il recommencerait. Et ensuite, il est parti. Donc en fait, il y a une partie de moi qui sait qu'elle est en danger et il y a une autre partie de moi qui n'arrive pas à réagir à ce danger parce que ça remet trop de choses en question. Ça remet en question ce que j'ai promis à mon fils. Ça remet en question le fait que je suis partie, que je n'ai plus rien pour revenir en arrière. Je n'ai pas d'échappatoire, voilà, c'est ce que je ressens. Ou le seul échappatoire que j'ai, c'est de monter sur une chaise, de trouver des médicaments et de vouloir prendre ces médicaments pour en finir. Parce que je vois pas d'issue. On est en train de me dire, tu ne seras pas une femme, parce que, à 6 ans, on m'a volé ma virginité. À 34 ans, on m'a dit, de toute façon, t'es une femme, mais je te respecte pas. T'es qu'un objet, et je ferai de toi ce que je veux. Et maintenant, on m'enlève ma carrière. Donc, des envies de suicide, j'en ai eu de nombreuses fois. J'ai pas peur ni des mots, ni de l'acte, ni de la mort. Pour moi, il m'a déjà tuée. Et la seule personne qui m'a permis d'échapper à ça, c'est ma fille, qui m'a appelée avec insistance ce jour-là. Et j'ai donc fini par décrocher. Et là, c'est comme une espèce de remontée en apnée. Et je me suis assise sur la chaise, je me suis complètement effondrée en me disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ?»
Alors moi, je suis partie de la société en congé maternité, puis je suis allée voir un psychiatre. Et je crois que moi, le vrai déclic, il a été à ce moment-là. Je me suis retrouvée face à un grand bonhomme d'une 50aine d'années à qui j'ai expliqué mon histoire et à qui j'ai dit très convaincue qu'il fallait impérativement qu'il m'aide à retourner bosser parce que maintenant que j'avais un petit garçon, je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi. Et là, en fait, il a gentiment pris mon sac, il a ouvert la porte et il m'a demandé de partir. Il m'a dit que lui ne m'aiderait pas à me détruire. Alors que soit je prenais conscience des choses, parce que j'aimais mon fils plus que mon amour-propre, soit je continuais dans cet axe stupide, mais que ce serait sans son aide. Alors moi, je pense que je réalise qu'on est victime en commençant à discuter avec une autre employée de la société et à réaliser qu'on était plusieurs dans la même situation. Et là, on commence à mettre des mots dessus, à se dire mais c'est pas normal ce qu'il a fait. Ça, c'est du harcèlement sexuel, c'est pas normal. Le moment où vraiment je prends conscience que c'est pas normal, qu'il s'est passé quelque chose et que je suis vraiment pas bien vis-à-vis de ça, c'est le jour où il saccage mon bureau. Il attend que je parte le soir et il va renverser des chaises sur mon bureau. J'ai des plantes sur mon bureau. Il va y verser du produit qui vont les faire crever. À l'époque, je sais pas que c'est lui. J'ai de forts soupçons. Il dit non, que c'est pas lui. Et à ce moment-là, mon supérieur me dit « Mais de toute façon, on n'a pas de preuves. On n'accuse pas sans preuve. » 3 ou 4 mois après, je vais retrouver les mêmes collègues avec lesquels j'ai travaillé sur le chantier précédent. Et au détour d'une conversation, ils vont m'avouer, les uns après les autres, qu'il s'est vanté auprès d'eux d'avoir saccagé mon bureau pour me remettre à ma place. Plus que l'humiliation qu'il m'a fait subir, plus que la violence qu'il m'a fait subir, ce que je trouve encore plus violent, c'est mes collègues qui ne m'ont rien dit et qui, en ne disant rien, ils cautionnent ce qu'il a fait. J'ai eu un déclic lors de mon 3e jour de travail. En fait, j'étais derrière le bar, en train de servir un café à un client. Donc j'avais les 2 mains prises pour poser le café sur le bar. Il est arrivé derrière moi. Il s'est frotté à moi et il m'a attrapé les hanches avec ses mains. Et là, je lui ai dit « Enlève tes mains de mes fesses, s'il te plaît. Arrête de me toucher les fesses. » Là, j'ai osé lui dire, à voix haute, devant le client. Il est parti. Il revient environ un quart d'heure après, avec un regard qui avait changé, en fait. Et là, il me dit, en me prenant à part, il me dit « Tu dis plus jamais ça devant un client. Ça reste entre nous. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, il y a quelque chose qui va pas. Cet homme est potentiellement dangereux, il me fait peur. » Le déclic, ça a été mon voyage en Chine. Nous sommes sortis un soir avec toute la direction et je me suis fait traiter de pute clairement devant tout le monde. Et un geste qui a été pour moi catégorique, c'est je me suis retrouvée dans l'ascenseur seule avec lui et qu'il a mis sa main sur une de mes cuisses. Et là, j'ai dit stop. Je suis rentrée et j'ai appelé l'avocate. Le mode de défense de mon harceleur, ça a été de dire que j'étais folle et que je mentais. Il a dit clairement que je mentais, que c'était pour une histoire d'argent que je lui devais et sinon pour lui en soutirer. D'après les procès-verbaux que j'ai pu lire, concernant la fois où il m'a vraiment mis une main en face derrière le comptoir, il explique au policier qu'il n'a pas fait exprès. Que sa main a glissé, qu'il a dérapé contre le comptoir ou je ne sais quoi, qu'il n'a pas fait exprès, que ça a glissé. Et finalement, il dit bien au policier que, en effet, oui, il l'a vraiment fait de façon délibérée. Il avoue tout. Il avoue tout. Nous, dans notre malheur, on a une chance, c'est qu'on a été 8 à porter plainte.
Le jour de la procédure devant le tribunal correctionnel, il s'est retrouvé devant un jury exclusivement composé de femmes. Il est arrivé devant le tribunal avec un petit papier avec des notes. Et en fait, la juge l'a fait taire en tout début de séance et l'a menacé de le faire sortir et de le juger sans sa présence. Et ça, moi, psychologiquement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était la première fois qu'on pouvait nous laisser la parole à nous pour exprimer ce qui s'était passé. Et la première fois qu'on arrivait à le faire taire. Et la première fois qu'on arrivait à le faire taire. Et sa femme? Mon Dieu, sa femme, qu'on avait pris soin de protéger en ne parlant pas. En gros, elle a dit que donc son mari avait des besoins particuliers, importants, et que, en gros, c'était à nous de faire le nécessaire pour qu'il n'aille pas trop loin, et que quelque part, ce qui nous arrivait, si ça nous arrivait, c'était parce qu'on l'avait cherché, et que finalement, en fait, elle nous a traités d'allumeuses, clairement. Voilà comment nous a soutenus la femme de notre ancien patron. J'ai décidé de prendre la parole parce que moi, je ressens toujours un sentiment quelque part de culpabilité, de responsabilité par rapport à ce qui m'est arrivé. Et j'en ai marre. Je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que les agresseurs se sentent coupables et honte, eux, et pas l'inverse. C'est pas normal que pour avoir dénoncé ça, une femme voit son CV entaché. Forcément, on demande à sa future collaboratrice son ancienne entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est partie, pourquoi elle a été licenciée. Je vais dire quoi? J'ai porté plainte contre mon patron? Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle n'est pas folle? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Peut-être que dans 2 ans, elle va porter plainte. Enfin... J'ai le droit de travailler dans un cadre de travail sain. Et c'est pas parce que j'ai porté plainte que je suis une emmerdeuse. Voilà. J'aimerais surtout que les femmes arrêtent de banaliser. Mes copines qui ont mon âge, qui ont 25 ans, elles ne réagissent pas face à ce genre de choses parce que pour elles, c'est ancré. C'est normal. Ça leur est arrivé 1 fois, 2 fois, 10 fois, donc c'est normal. Mais non, c'est pas normal. On les intègre, les codes de la domination masculine. Si on apprend aux gens à bien faire la différence entre du harcèlement sexuel et de la drague, et elle est facile la différence, les relations seront plus saines, les relations seront plus tranquilles, et peut-être qu'il y aura ce rapport de séduction qui renaîtra, justement. En ce qui me concerne, j'aimerais interpeller les témoins parce que je me suis adressée à mes collègues de travail et j'ai senti que je n'avais pas été entendue. Et moi-même, je ne l'ai pas fait. À l'époque où je travaillais encore dans cette entreprise, où je voyais depuis des années ce qui se passait avec d'autres jeunes femmes. Mais c'est vrai que voilà, je pensais à moi en me disant « ça ne me regarde pas, je suis là pour travailler, je suis employée, je me préoccupais de mes affaires ». Cela s'appelle non-assistance aux personnes en danger. J'aimerais beaucoup que les gens se rendent compte qu'on peut tous agir. Si chacun d'entre nous, en entreprise, est plus attentif à l'autre, accepte aussi que on n'a pas toutes le même seuil de tolérance. Peut-être que les choses peuvent changer si chacun y met un peu du sien.
les filles. Salut les poulettes. Oh, Popol. Couchez, Popol. Couchez, Popol. Mais elle a pas de soutien-gorge. Oh, t'as un soutien-gorge ou t'as pas de soutien-gorge? Dis donc, toi. Dis-moi. Alors, elle a un soutien-gorge ou elle a pas de soutien-gorge? C'est bon. Mais dis-moi, tu fais la gueule? Si tu fais la gueule, tu sais que t'es encore plus bandante quand tu fais la gueule. Bon, allez les filles, à demain. À demain. À demain. Attention, hein, demain, on vous prend toutes les 3 sur l'établi. Promis. Ah, je te jure, ces deux-là. On est obligé de se taper ça tous les matins. Laisse couler. Ils ont toujours fait comme ça. Y a pas moyen. C'est pour rigoler, ça met de l'ambiance. T'es pas contente, toi, de venir tous les matins et qu'on te dise ce que tu fais envie? Moi, je trouve ça valorisant. Voilà. Situation répétée tous les matins. La question, c'est, sur ce genre de comportement, comment on fait? Comment on fait pour arrêter ça? Parce que là, on est sur un rouleau compresseur qui va la bousiller en quelques mois. Hein. Où est-ce que vous auriez envie d'agir pour faire changer ça? Qui a une idée? Qui essaierait quelque chose? Tac, 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 un homme. Tiens, allez, je prends un homme. Donc, vous voulez remplacer qui? Ce personnage-là, l'homme. Le personnage masculin, en oui. fait. Ok. C'est parti. Salut les filles. Salut les poulettes. Salut les gars. Salut. Oh, Popol. Bon, couchez, Popol. Couchez, Popol. Oh, on refait salut les filles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Je sais pas, j'en peux plus. Quoi, t'en veux plus? On peut plus de vos conneries, là, tous les deux, là. Et t'as vu dans quel état elle est, elle? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Tranquille. Mais qu'est-ce que t'as là? Pourquoi t'es nerveux comme Parce ça? que j'en peux plus, c'est tout. Moi, je crois qu'il a envie de se la faire. Non, attends. En fait, t'as décidé de la draguer, alors tu t'en prends à nous. C'est ça, dis-le. Ouais, c'est une méthode classique. Hein. Le regard qui te jette. C'est bon les gars, c'est bon, Vous savez ce que vous faites exactement quand vous faites ça? Bah quoi, on C'est rigole? de l'humour. De l'humour. Bah oui. Non, c'est pas de l'humour. Ça s'appelle du sexisme. Et encore, je suis gentil. Parce que comme c'est tout le temps, tous les jours, etc., ça s'appelle du harcèlement. C'est ça le harcèlement? T'en penses quoi, toi? Tu veux savoir quoi? La vérité, je cherche un boulot ailleurs parce que il faut que je me casse d'ici, j'en peux plus. Alors, elle te plaît? Tu veux qu'elle se casse? Super, la casser. technique, super, l'humour, bravo. Non, Mais laisse-la causer un peu, toi. Tu vas pas te casser, quand même. Mais rien, mais tu vois bien quand tu me dis à l'oreille que je te fais bander, tu vois bien? Bah, c'est plutôt gentil, non? Mais j'hallucine. Pour une fille, faire bander un mec, c'est quand même. Non, moi en fait, ça m'amuse pas du tout. Ça m'amuse pas du tout. Oui, Et en vérité, je pense que je suis pas la seule que ça amuse pas. Ok, merci. Ça va? Bah si. C'est super intéressant ce qu'il fait, non? Il met des vrais mots sur ce qui est en train de se passer. Il qualifie les choses. Et il montre qu'un homme peut avoir une vision différente de la situation. Et qu'on peut se solidariser en tant qu'homme pour lutter contre ça. Et il permet à la victime, si je peux me permettre, il permet à la victime aussi de s'exprimer, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Alors, je vais prendre une femme et je vais prendre un homme après, d'accord? Je voudrais parler avec Clara, tête à tête. En tête à tête avec Clara, au moment de la pause de midi ou un truc comme ça? Ok, c'est parti. Ouais, Clara, tu sais, je voulais te parler parce que... T'as vu comment les collègues, ils nous parlent et tout. Toi, tu trouves ça drôle, ça te fait marrer? Bah oui. Ouais. Tu te dis pas... ils sont quand même un peu tarés, comment ils me traitent? Ah non, je me dis pas qu'ils sont tarés, je me dis... En fait, je pense pas à eux, en vrai. Je pense pas à eux? Non. En fait... moi, je pense à une personne, Amy, notre collègue. Ouais. Elle est en dépression grave.
Tu peux pas être en dépression juste Non, mais parce je que des t'assure, gars je t'assure. ils te font des Non, remarques je t'arrête, comme ça. Je t'arrête, je t'assure. Si je te dis que c'est ça qui l'a mis dans cet état-là, il n'y a rien de plus. Mais il faut qu'elle change de boulot, alors ça veut dire que c'est grave, Mais faut donc, qu'elle tu change t'en de fous de ta travail. collègue? Non, mais non. T'en as rien justement- à foutre. Mais non, justement, Mais je si, te dis, faut attends, qu'elle... tu lui dis qu'elle change de Mais boulot. pour qu'elle se protège. Tu déplaces le problème, en fait. Et, Bah, et je moi, sais j'aimerais pas. bien que tu viennes en soutien avec Amy. Tu veux lui parler? Tu veux entendre au moins ce qu'elle Bah a? oui, bien sûr. Ouais. Ok, j'arrête là du coup. Merci. Ça va? Elle, sa stratégie, c'est De s'attaquer à celle qui n'est pas solidaire. de s'attaquer à celle qui n'est absolument pas solidaire. Ouais, ouais. Vous aviez une idée? Ça sera peut-être la dernière. Sacrée journée, Jean-Paul, hein? Oh là là. Hein? T'as vu, on n'a plus d'horaire. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Ouais, sacrée journée, hein. Ah ouais. Je t'ai pas dit, mais t'es bien bandant, hein. Écoute, Attends, et je te préviens, si tu recommences à me toucher, tu vas prendre mon poing sur la gueule. Bah toi aussi. Je te préviens. Tu aimes pas qu'on te touche. Je n'aime pas que tu me touches. Ça va, c'est bon, quoi. Et toi, quand t'es derrière Amy, alors, hein? Tu te revois le matin? Si Amy le matin, si hein? Amy se colle à Pourquoi? moi, ça me fera pas le même effet que si c'est toi. Eh ben oui, mais Amy, elle aime pas. Et oui. toi, t'aimes bien, toi? Attends, Est-ce elle que est- t'aimes bien, toi? T'aimes bien? Oh, vas-y, tu veux taper, tu veux me taper, mais vas-y, taper. Hein? Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on parle. C'est pas normal que le matin, tu viennes avec tes histoires de popole, de bites et de cul. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal de parler de cul. Ok, j'arrête là. Ça va? C'est pas fait trop mal. C'est risqué, hein? C'est vachement intéressant. On le met en situation, lui, d'être victime de harcèlement. Et à partir de là, on essaye de faire craquer quelque chose chez ce type-là. Donc il a été costaud pour le faire travailler sur c'est quoi le consentement. Mais il sera peut-être pas le seul. Il y aura peut-être d'autres collègues qui vont venir l'aider pour dire viens nous en mettre sur la gueule. Et à ce moment-là, on renversera la situation. Ok, il y avait une idée là? Non, vous voulez plus? Vous voulez plus? Si, venez. Voilà, c'est ça. C'est bon? Ouais. Elle fait? À la place de qui? À la place de Amy. À quel moment? Quand ils sont là ou quand ils sont partis ou quand? Quoi? Quand ils arrivent. Quand ils arrivent. Ta collègue, elle s'appelle comment? Adeline, pardon. Adeline, ça le fait? Oui. C'est parti. Salut les filles. Salut les poulettes. Salut. Hop là. Oh, 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 Popol. Popol. Oh, 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 oh. Couchez, Popol. Couchez, Popol. Oh. C'est marrant parce que hier, quand j'ai appelé sa femme pour lui dire, ça l'a pas fait rire. La tienne non plus d'ailleurs, niveau fille. T'as appelé sa femme? Et pourquoi pas? Moi j'en ai marre. J'en peux plus. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, tu vas pas bien là. Ouais, elle non plus, elle va pas bien. Ouais, Pas ça- plus qu'elle. Et toi non plus en fait. C'est génial. Ça commence à venir là? Il y a Popol et ça sera terminé pour lui. Il t'a appelé ses filles? Tu as prévenu ses filles aussi? Oui, ben bien sûr. Histoire qu'elles aient une belle image de leur père. Quoi? De qui ils sont, ces héros. C'est beau cette image. Cette approche de l'homme, de la sexualité que vous montrez. Du respect. Mais enfin, c'est incroyable ça. Pourquoi t'as rien dit? Ben si, j'ai dit. Non, t'as appelé à mon domicile. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est pour rigoler. Mais c'est quoi le problème? Je comprends pas, moi. J'ai toujours entendu, depuis que je suis petit, des blagues comme ça. Clara, quand on lui pas des raconte des blagues. blagues comme ça, elle rigole. pas des blagues. C'est de la séduction. Ouais, mais là, C'est ça juste commence de à... l'humour. Non. Clara, elle rigole pas. Clara, si. Non, Clara, elle rigole pas. Clara, ça, Clara, elle a peur. Oh. Elle a peur? Oui, Clara, elle a peur, ouais. Là, tu deviens. T'as vraiment des problèmes, toi. Ouais, toi aussi, tu vas en avoir d'ailleurs. Ah ouais? Ok, ça va? Oui.
c'est bien, c'est intéressant. Faut avoir un sacré cran pour faire ça. Hein. Respect, moi je dis. Hein? Bon, je propose que pour aujourd'hui, on s'en arrête là, mais que demain, là où on est, on continue tout ça, d'accord? Eh bien, je vous propose qu'on les applaudisse, tout cela.